Bonjour et bienvenue à tous. L'association agroécologique Carbouet est ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est le 3e sommet agroécologique de Bordeaux que l'on monte avec la mairie de Bordeaux. Ce sommet est donc né de cette volonté partagée entre notre association et la mairie de Bordeaux pour avoir une parole forte pour l'agroécologie ici à Bordeaux. À l'heure où l'agriculture a besoin d'enclencher sa mue sur le long terme, mais à l'heure aussi également où de nombreux reculs sont constatés de la sphère publique sur la volonté d'enclencher cette transition pérenne. Ce sommet nous paraît d'autant plus indispensable. Chaque transition agroécologique doit être pensée par l'agriculteur ou l'agricultrice en fonction de son biotope, de ses productions, de ses envies. Et l'agroécologie, c'est aussi cela, un immense champ de liberté et de pensée. Elle doit constituer l'investissement prioritaire des années à venir. La pensée unique, c'est fini. Réunir chercheurs, praticiens, agriculteurs, étudiants et acteurs majeurs du territoire est certainement l'une des meilleures façons d'avancer vers ce qui représente pour nous cet enjeu majeur. Le thème de ce 3e sommet est celui de l'Odyssée de la vie des sols. Il prolonge d'une façon logique les 2 premiers et nous fait découvrir le rôle des bactéries, virus, nématodes, arthropodes, crustacés, etc., etc., etc. Nous rentrons dans un monde hyper connecté par les champignons et leur réseau DIF. Nous ne saurions réaliser ce sommet sans nos fidèles soutiens. L'association tient à remercier ses partenaires, l'Agence de l'eau, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l'ensemble de nos mécènes. Les ateliers du stream qu'on remercie très très chaleureusement pour leur efficacité. Les crues classées de Grave et le Conseil des crues classées de 1855 qui prennent conscience qu'il faut se bouger un peu à Bordeaux. Et enfin nos sponsors, le marché intérêt national de Bordeaux-Brienne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Et nous tenons tout particulièrement à remercier la mairie de Bordeaux qui porte ce sommet à nos côtés depuis la première édition. Et je suis heureux d'accueillir Ève, avec qui on bosse depuis 3 ans. Ève de la mairie de Bordeaux pour introduire ce sommet. Bonjour à toutes et tous. Alors au nom du maire de Bordeaux, Pierre Hermy, qui n'a pas pu être présent ce matin et s'en excuse, et en tant qu'élu en charge de la résilience alimentaire à Bordeaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce 3e sommet de l'agroécologie. C'est une initiative ambitieuse qui est portée par l'association agroécologique de Carbouet et son président Xavier Planty, que je souhaite saluer ici chaleureusement, ainsi que toute l'équipe qui a œuvré avec énergie pour nous concocter cette édition dédiée à la biodiversité du sol. Marine également, la directrice qui est là. Rassembler le monde de la recherche et le monde agricole engagé dans l'agroécologie, c'est la volonté portée par ce sommet de l'agroécologie à Bordeaux. Il porte, ce sommet, une dynamique de changement, la volonté de trouver des solutions aux problèmes actuels en s'appuyant sur la force du terrain, sur les éléments naturels disponibles, en faisant non pas contre, mais bien avec le vivant. Et c'est cela qui nous a semblé particulièrement intéressant et innovant ici à Bordeaux. Alors, Xavier Planty l'a dit, le monde agricole vit une profonde mutation et nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que vous avez vu la cartographie qui a été publiée par Terre de Liens lundi dernier? Enfin, juste ce lundi, en fait, début de semaine. Vous l'avez vue? Non. Alors, cette cartographie, elle montre la concentration des propriétés agricoles en France. En seulement 3 ans, 40 000 fermes, souvent des fermes familiales et polyvalentes, ont disparu au profit d'exploitations plus vastes, absorbées au gré des regroupements. Selon l'association Terre de Liens, je cite, « Ce mouvement de concentration bénéficie à des exploitations de plus en plus grosses, contraintes de se spécialiser pour survivre
dans la quête de productivité. Cette spécialisation accroît leur dépendance aux intrants et à des machines de plus en plus technologiques au détriment de l'emploi agricole et de l'environnement. Je ferme les guillemets, fin de citation. Alors, je nous pose collectivement cette question. Voulons-nous avoir encore des fermes à taille humaine à côté de chez nous demain, en France, en Gironde, à Bordeaux? Ou préférons-nous mettre notre alimentation entre les mains des grandes entreprises spécialisées, voire de multinationales dépendantes des intrants et des machines? Ce mardi, juste donc il y a 2 jours, l'association UFC Que Choisir a publié une autre carte. Cette carte, c'est celle de la qualité de l'eau du robinet, établie sur la base de plus de 30 millions de résultats d'analyse officielle des agences régionales de santé. Désormais, 1/3 des nappes sont menacées par des teneurs élevées en nitrates et par de fortes concentrations en pesticides. 1 cours d'eau sur 2 atteint un niveau de risque toxique élevé pour l'environnement. Face à la hausse des pesticides, des nitrates et des polluants éternels, la qualité de l'eau potable recule et la facture menace d'exploser. L'UFC Que Choisir alerte, collectivités et usagers ne peuvent pas assumer seuls le coût d'une dépollution qui s'annonce colossale. Alors, je nous pose encore collectivement la question. Je sais que nous, ici, on est convaincus, mais c'est important de reposer encore et encore cette question. Combien de temps allons-nous encore considérer que le pragmatisme en agriculture et l'avenir passent par la poursuite du business as usual, des pesticides et des intrants de synthèse? Tous les signaux d'alerte nous montrent que nous avons atteint les limites du système actuel et que nous devons collectivement aller vers un nouveau modèle agricole. L'agroécologie, justement, travaille à explorer, expérimenter et documenter de nouveaux modèles. Un modèle pragmatique et intelligent, efficace, économe et adapté au terrain, au territoire. Elle accompagne et soutient les pionniers qui expérimentent de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques culturales chaque jour dans leurs fermes. Ici à Bordeaux, nous nous intéressons à l'agriculture, pas seulement parce que c'est un métier passionnant, pas seulement parce que la viticulture a fondé l'identité même de Bordeaux et parce que nous aimons les bons produits, mais parce que l'agriculture est au cœur de nos vies. C'est la qualité de l'eau que nous buvons, c'est l'air que nous respirons et la qualité des aliments que nous mangeons. C'est aussi le dynamisme de nos territoires et les liens de solidarité que nous créons avec l'ensemble des acteurs de l'alimentation de la fourche à la fourchette. La ville de Bordeaux, comme vous le savez, s'est particulièrement investie sur le sujet de l'alimentation locale, de qualité, plus végétale, en circuit court, accessible à toutes et tous. Nous avons à cœur de soutenir financièrement, par la commande publique, les agriculteurs et les agricultrices engagés dans des pratiques agricoles vertueuses. Et nous travaillons toute l'année à sensibiliser les 270 000 habitants de la ville afin qu'ils puissent faire des choix alimentaires les plus éclairés possibles pour leur santé, leur portefeuille, la planète et les fermes locales. Nous avons engagé une vaste conversation sur la question de l'alimentation dans toute la ville, à travers les conseils alimentaires de quartier, les actions des associations soutenues par l'appel à projet Bordeaux Recettes d'Avenir ou encore le festival Bon, qui s'est tenu durant une semaine, d'ailleurs en octobre dernier, avec 90 événements dans toute la ville. Cette édition, dont Philippe Etchebest, c'était la 3e édition, Philippe Etchebest était le parrain, a fait la part belle à la jeunesse, parce que nous sommes convaincus qu'apprendre à bien manger, c'est un capital santé que l'on garde pour toute la vie. Alors, je ne pourrais pas détailler plus avant nos actions ici, car nous sommes en période préélectorale, et à ce titre, je suis limitée dans ce que je peux vous dire. Mais en fin de journée, on vous présentera les grandes lignes de l'étude d'impact de la commande publique sur les filières économiques bio et locales du territoire, commandée par la cuisine de Bordeaux et Mérignac. Donc, cuisine de Bordeaux et Mérignac, c'est 23 500 repas jour. Donc, voilà, on voit que ça, quand même, c'est important. Je ne vais pas être plus longue. Je remercie à nouveau l'ensemble de l'équipe qui a travaillé à la préparation de cette journée, l'association agroécologique de Carbouet, l'équipe de la ville de Bordeaux. Merci également à l'ensemble des intervenants et des intervenantes d'être présents avec nous ici à Bordeaux pour nous éclairer de leurs recherches et de leurs expériences. Et merci à vous toutes et tous d'être ici présents aujourd'hui.
je nous souhaite une journée fertile et des échanges fructueux. Merci Ève. Heureusement qu'il y a un devoir de réserve aujourd'hui, parce qu'autrement... de la ville de Bordeaux à la métropole, il n'y a qu'un pas. Nous le franchissons facilement. Et on laisse la parole à M. Patrick Patalotto, vice-président de la métropole de Bordeaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Très beau discours, Ève. Je ne sais pas s'il y avait, dans tous tes propos, il y avait de la réserve, mais toujours est-il qu'en tout cas, c'était un beau discours. Bienvenue donc à la 3e édition du sommet de l'agroécologie à Bordeaux. Nous sommes ravis, avec Bordeaux Métropole, d'accompagner cette année encore cet événement. Je suis d'autant plus enthousiaste que cette édition se concentre sur la biodiversité des sols. En tant que vice-président à la nature en ville, résilience alimentaire et biodiversité, je ne peux qu'être attentif à cette thématique. Un sol vivant, avec nos problématiques d'inondation sur Bordeaux Métropole, c'est tout d'abord un sol plus poreux et aéré, riche en matières organiques, racines, micro-organismes, qui permet à l'eau de mieux pénétrer au lieu de ruisseler massivement en surface. Un sol vivant, ce sont surtout des pratiques agricoles qui préservent la biodiversité ne devant pas être vue comme une contrainte, mais au contraire, une solution pour garantir l'avenir des activités agricoles. Et enfin, un sol vivant, c'est avant tout un écosystème fertile qui favorise la bonne croissance des végétaux. Vous le savez mieux que moi, sur ces milieux d'espèces organisés en réseaux souterrains, nos sols ne seraient pas vivants. Cette question de santé et de vie dans le sol est aussi passionnante qu'elle est encore mal appréhendée. Elle s'immisce tout juste dans notre débat public grâce à des vulgarisateurs tels que Marc-André Sellos, qui était intervenu lors d'une précédente édition. Merci donc à vous tous de contribuer par l'événement d'aujourd'hui à la diffusion de ce savoir en construction et surtout à sa concrétisation dans les pratiques agricoles. Je reste persuadé que ce lien entre science et décision politique est nécessaire. Il s'agit de connexions précieuses si nous voulons être à la hauteur de la nécessaire transition écologique de l'agriculture, comme l'a évoqué tout à l'heure Ève. Mais nous sommes encore loin d'avoir gagné. Le pont entre science et prise de décision nous fait encore trop souvent défaut. Et nous devrions nous en inquiéter à l'heure où souffle un vent de conservatisme et de scepticisme. Je ne dirais pas de violence verbale. La loi du plomb adoptée en juin dernier en est un bel exemple. Ce texte législatif a failli acter la réintroduction de l'acétamipride et l'application de sa version finale impactera durablement nos paysages agricoles. Pourtant, à aucun moment, on a demandé à la science d'éclairer le processus de décision publique. C'est du reste ce qu'a pointé le Conseil national de l'ordre des médecins lorsqu'il a souligné, je cite, « l'écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires ». Le débat politique et nos choix collectifs méritent mieux. Ils méritent d'être nourris par des savoirs transparents et appropriables issus de la recherche scientifique. À défaut d'une évolution au niveau national, vous pourrez compter sur l'action publique locale portée par Bordeaux, la ville de Bordeaux, et Bordeaux Métropole, pour soutenir ce lien entre production et mise en œuvre du savoir. Cela passe par le soutien des événements comme le vôtre tout au long de l'année. Cela passe par l'implication d'une centaine d'acteurs du système agricole local à nos prises de décision grâce à notre Conseil agricole alimentaire. Cela passe aussi par la systématisation du recours au conseil scientifique avec nos partenaires pour suivre nos plus grandes actions, notamment le programme Biodiversité 2 ou le projet alimentaire de territoire. Ce sera le cas pour notre projet phare Récoltera, qui réunit plus de 40 acteurs girondins et qui ambitionne de relocaliser dans les prochaines années nos filières alimentaires. Et bien évidemment, vous pouvez aussi compter sur nous pour accompagner la mise en œuvre de solutions sur le terrain. Je profite de la présence d'agriculteurs aujourd'hui pour rappeler que la métropole s'est dotée d'un fonds d'initiative locale pour l'agriculture qui permet de cofinancer les achats en équipements et plants permettant de soutenir les exploitations. Je finirai sur une note optimiste.
Ne doutons pas qu'avec de la volonté politique et une habitude de travail patiemment construite avec l'ensemble des acteurs, il est possible de transformer un territoire. Nous en sommes la preuve. Entre 2023 et 2025, nous avons augmenté la surface agricole utile convertie en bio de 20,5% à 24,6%, alors qu'elle était en recul au niveau national. C'est une excellente nouvelle pour la santé des sols métropolitains et une vraie reconnaissance pour l'ensemble des agriculteurs ayant participé à cette évolution. À ceux qui sont venus aujourd'hui chercher des solutions, sachez que vous n'êtes pas seuls et vous avez la chance d'évoluer sur un territoire dynamique et volontaire qui accompagne déjà les pratiques les plus vertueuses. Je vous souhaite un congrès inspirant et mobilisateur. Bon, merci, Monsieur le Vice-président. Il faut que je mette mes lunettes. Avant que nous commencions, j'ai le plaisir d'avoir à nos côtés dans la journée une librairie. Ils ne sont pas là d'ailleurs. Les bouquins sont là, mais eux ne sont pas là. Donc à chaque fois que vous avez une pause, vous pouvez aller consulter les livres et les acheter. C'est tous autour de l'agroécologie et il y a des choses absolument fabuleuses. Profitez au maximum de la qualité des intervenants, de leur savoir, et surtout, il faut que les échanges soient fructueux. Marina va vous présenter la suite, mais pour le moment, je donne la parole à Marie-Pierre Lacoste, qui est en charge de vous présenter le programme. Bonjour à tous. Oui, enfin, le programme est un peu la thématique de la journée. Je vais me faire la voix des membres de l'association Carboé, et notamment une petite pensée pour Céline Collin-Bellier, la directrice de notre comité scientifique, qui n'est pas là aujourd'hui pour des questions de santé, mais qui a largement participé à l'organisation et au programme de cette journée. Donc, on ouvre aujourd'hui ce 3e sommet agroécologie Bordeaux, consacré à la biodiversité du sol, à son rôle central dans la résilience des écosystèmes et dans la gestion de la ressource en eau. Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des 2 sommets précédents, le premier dédié à l'eau, le deuxième au cycle du carbone et à l'interdépendance des flux biogéochimiques. Ces 3 thèmes forment un continuum, une seule et même dynamique du vivant. L'eau était notre point de départ lors du premier sommet, car c'est celui de tout système biologique, y compris celui du corps humain, ne l'oublions pas. L'eau est un composant essentiel des organismes vivants. Elle circule dans l'air, les plantes et les sols. Elle assure le transport de la matière, de l'énergie et de la vie. L'eau est primordiale et pourtant son cycle est fragilisé. Lors de ce premier sommet, nous avons évoqué les effets de l'érosion, du lessivage, de la battance, de l'irrigation excessive. Ils sont le résultat et la conséquence des déséquilibres hydriques. La structure, la richesse, tout ce qui fait qu'un sol est un sol et permet de nous nourrir est fortement impacté par ces déséquilibres. Alors qu'une infiltration lente et régulière, une humectation stable et une bonne absorption par la végétation favorisent la photosynthèse, la recharge des nappes et la continuité du cycle hydrologique. L'eau n'est pas seulement une ressource, elle est un vecteur d'organisation du vivant. Elle conditionne la disponibilité des nutriments, la respiration du sol et la régulation du microclimat local. Elle conditionne notre vie à chacun et chacune. Notre deuxième sommet sur les cycles a montré que le carbone ne peut être compris isolément. Il interagit en permanence avec les cycles de l'eau et de l'azote. Leurs flux sont intimement liés. Prenons par exemple la photosynthèse. Elle capte le carbone atmosphérique. C'est la source première d'énergie. Les racines en redistribuant une partie sous forme d'exudats carbonés qui nourrissent les organismes du sol, micro, méso, voire macro. En retour, cette vie microbienne libère notamment l'azote et le phosphore, nécessaires à la croissance végétale, tout en stabilisant la matière organique. C'est un cercle vertueux. Carbone, eau et azote forment la base de la fertilité et de la résilience. Comme nous le rappelle Lionel Rangeard, membre de notre comité scientifique, le sol est un super-organisme collectif. Chaque composant du sol, minéral, organique ou biologique, contribue à son métabolisme global. Un gramme de sol peut contenir jusqu'à 1 milliard de bactéries et plus d'1 million de spores fongiques, répartis sur plusieurs milliers d'espèces. Ce réseau invisible décompose la matière organique, régule les échanges gazeux,
stabilise les agrégats du sol. La qualité biologique de ce réseau détermine directement la capacité du sol à retenir l'eau et à stocker le carbone. Ce troisième sommet nous conduit au cœur du sujet, la biodiversité du sol. Sous nos pieds, une densité de vie exceptionnelle assure la continuité entre les cycles évoqués précédemment. Les bactéries, les champignons, nématodes, les vers de terre, les arthropodes coopèrent dans un équilibre dynamique. Parmi eux, les champignons mycorhiziens jouent un rôle central. Leurs ifs relient les racines entre elles et facilitent les échanges d'eau, de sucre et de nutriments. Je citerai aussi Marc-André Sellos, membre aussi de notre comité scientifique, qui nous dit que ces réseaux sont les autoroutes souterraines du vivant. Ces réseaux fongiques favorisent aussi le stockage du carbone stable, notamment via la production de glomalines, protéines qui cimentent ces agrégats et renforcent la structure du sol. Les résultats issus de la recherche nous montrent que des sols riches en biodiversité contiennent en moyenne 30% d'eau en plus et 40% de carbone organique en plus que les sols dégradés. Ils présentent également une meilleure résistance au stress hydrique et aux épisodes de fortes pluies. Mais la biodiversité du sol ne se limite pas à ses fonctions physiques. Elle conditionne également la disponibilité des éléments minéraux et oligo-éléments essentiels, zinc, fer, cuivre, magnésium ou sélénium. Ces micro-organismes les rendent assimilables par les racines, améliorant la valeur nutritionnelle des productions agricoles. Autrement dit, la santé du sol influence directement la santé humaine. N'oublions pas que nous, êtres humains, faisons partie intégrante de ces écosystèmes. Les connaissances scientifiques convergent aujourd'hui. La dégradation biologique des sols conduit à la perte du carbone, à une moindre rétention d'eau, à une baisse de la fertilité globale. Mais il est possible de restaurer un sol biologiquement actif. Certains leviers sont identifiés et nous en parlerons aujourd'hui. Maintenir un couvert végétal permanent pour protéger la surface et nourrir la faune du sol. Limiter le travail mécanique pour préserver les habitats des micro-organiques. Restaurer la matière organique sous forme de compost, bois araméal fragmenté ou résidus de culture, sans excès toutefois. Favoriser les rotations et associations végétales qui diversifient les sources de carbone et stimulent les symbioses. Ces pratiques agroécologiques améliorent la stabilité structurale, la porosité, la circulation de l'eau et le stockage du carbone. Elles renforcent ainsi la résilience hydrique et biologique des écosystèmes agricoles. Le sol n'est pas simplement un support de production, c'est un écosystème fonctionnel, complexe, actif. Sa santé conditionne celle des plantes, des animaux et des humains. Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources, comprendre et préserver ce fonctionnement est un enjeu stratégique. Ce troisième sommet n'est donc pas une conclusion, mais une étape de compréhension et d'action. En reliant les cycles de l'eau, du carbone et de l'azote, en reconnaissant la biodiversité du sol comme un partenaire essentiel, nous vous proposons d'ouvrir la voie à des systèmes agricoles plus robustes, autonomes et durables. Je vous souhaite donc la bienvenue au Sommet Agroécologie Bordeaux 2025 et puissent nos échanges d'aujourd'hui contribuer à mieux appréhender et à mieux valoriser cette biodiversité du sol, fondement silencieux de la vie sur Terre. Merci. Je vais passer le micro à Marina Galmont, directrice de l'association, qui va vous présenter le programme précis de la journée. Et puis après, on va enchaîner sur les interventions. Merci Marie-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, j'ai donc récupéré la lourde tâche d'animer cette journée du Sommet Agroécologie Bordeaux. Oui, je viens au fait, Monsieur Planty. Donc, le programme, vous l'avez vu, il est affiché depuis tout à l'heure. On va démarrer par une intervention d'Isabelle Vaucanson, qui va nous parler du sujet de la robustesse. Avant d'accueillir Daniel Wipp, donc, sur le sujet des mycorhizes, des micro-organismes et plus particulièrement des mycorhizes. Ce sera suivi d'une table ronde qui réunira Monsieur Wipp, Monsieur Irissou et Monsieur Nouvelon, qui est agriculteur. Donc, je vous les présenterai tous au fur et à mesure qu'on démarrera les tables rondes. Ensuite, nous aurons une pause déjeuner. On reprendra avec une présentation par les étudiants de Bordeaux Sciences Agro sur la faune du sol. Avant, une présentation d'un retour d'expérience de M. Cagne, qui est agriculteur en Haute-Garonne, qui va nous parler de pourquoi il a changé son modèle de production, quels sont les changements qu'il a engagés. Avant de faire une table ronde sur le sujet de la faune du sol qui réunira Brice Giffard,
qui est étudiant à Bordeaux, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro, pardon Brice. Denis Piron, qui est conseiller à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, et Emmanuel Cagnin, donc agriculteur en Haute-Garonne. Nous aurons une petite pause, et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Louis Moda, qui est viticulteur en Pyrénées-Orientales, qui viendra nous parler de ce qu'il fait sur sa propriété, avant de réaccueillir Marie-Pierre Lacoste Duchesne, qui présentera un travail qui a été fait en partenariat entre Marie-Pierre, Claire Thomas-Chenard et Christian Gorgoriot sur le sujet de l'impact économique de ces transitions agroécologiques. Et ensuite, un petit temps d'échange suite à ces interventions et une clôture.